Thomas Guénolé, politologue, parfois présent sur vos écrans de télévision si vous regardez la télévision française, et je suis ici pour présenter la théorie du choc des empires au XXIe siècle qui fait l'objet de mon livre qui vient de sortir chez un excellent éditeur. Je dis ça parce que sa représentante est juste là et qu'elle me surveille en prenant des notes. Qu'est-ce qu'un empire au XXIe siècle? Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'appelle empire, c'est une grande puissance assez forte pour imposer sa domination dans de vastes régions du monde, et surtout assez forte pour n'être dominée par aucun autre État. Si aucun autre État ne peut vous marcher sur la gueule, félicitations, vous êtes un empire. Et quand vous raisonnez comme ça, il y en a en réalité très peu sur Terre, des empires, à l'heure où je vous parle. Il y en aura à peine plus au fil du XXIe siècle. Et donc, vous avez autour de ces empires des sphères d'influence, à raison d'une par empire. Donc, vous allez avoir la sphère d'influence de l'Empire américain, la sphère d'influence de l'Empire chinois, etc. Par exemple, l'Inde est la troisième puissance militaire mondiale et c'est aussi la troisième puissance économique mondiale en plus d'être une puissance nucléaire. Bon, donc, on peut constater maintenant, ça commence à peine, qu'on n'est plus en train de parler de l'Inde, on est en train de parler de l'Empire indien, au sens où il y a une projection impériale qui commence. Contre-exemple, la Turquie. La Turquie, c'est la 22e puissance militaire mondiale, donc on est très loin d'une capacité à éviter de se faire marcher dessus par absolument tous les États du monde. On n'est pas dans une situation d'autonomie stratégique et économique suffisante. Alors, quels sont les empires du XXIe siècle? Alors, tout le monde voit le... OK. Vous avez sur cet écran, vous avez l'Empire américain, l'Empire chinois, l'Empire indien et potentiellement, il n'existe pas à ce jour parce qu'il n'est pas unifié, mais je souhaite qu'il existe, l'Empire européen. La Russie, ça ne vous aurait pas échappé sur la carte, n'est pas un empire, hein, elle apparaît dans la sphère d'influence de l'Empire chinois. Car voyez-vous, la Russie en réalité est beaucoup trop faible économiquement et beaucoup trop faible aussi en termes de dépendance militaire vis-à-vis de la Chine, en particulier pour son armement, pour qu'on puisse considérer que c'est un empire. Ce n'est pas un empire, c'est économiquement et en termes d'armement un État en dépendance vis-à-vis de la Chine et donc en réalité son vassal. Donc il ne faut pas confondre la communication impériale de la Russie avec une réalité impériale russe. La Russie en réalité est un vassal de l'Empire chinois. Si demain la Chine arrête ses fournitures d'armement massives à l'effort de guerre russe en Ukraine, eh bien, le char russe tombe en panne. 90% des microélectroniques russes, à l'heure où je vous parle, dans l'effort de guerre, ce sont des importations qui viennent de Chine. Alors, le Japon n'est pas un empire non plus. Il a largement les moyens économiques et donc les moyens militaires s'il le décidait, mais on est dans un cas très intéressant du Japon qui est le refus de redevenir une puissance impériale parce qu'ils ont déjà essayé, ils se sont heurtés à l'Empire américain et ils l'ont payé extrêmement cher. Et donc ils ont fait un choix stratégique qui est le refus délibéré d'être un empire alors qu'ils en ont les moyens. Et donc ils sont entrés dans ce que j'appelle une deuxième période Edo, c'est-à-dire une deuxième période de retrait délibéré, intentionnel des affaires du monde. Ce qui fait d'eux, en quelque sorte, un enjeu plutôt passif des luttes impériales entre l'Empire américain et l'Empire chinois, raison pour laquelle c'est un territoire disputé. Il est hachuré en rose et en vert sur la carte. La sphère d'influence de l'Empire américain, elle est composée de l'Amérique du Nord, évidemment, de à peu près la moitié de l'Amérique du Sud, du Proche-Orient, en tout cas Égypte, Israël, Arabie Saoudite, Australie et les Philippines. La sphère d'influence, j'expliquerai tout à l'heure comment on peut identifier dans quelle sphère bascule tel ou tel pays et pourquoi. Le critère est essentiellement économique et commercial. Vous allez avoir une tendance lourde à rejoindre la sphère d'influence d'un empire parce qu'il se trouve que c'est avec lui que vous avez les liens d'import-export les plus forts. C'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Et donc, la sphère d'influence de l'Empire chinois, en gros, c'est l'Asie, ce qui est absolument énorme, sauf le sous-continent indien, la Russie, l'Indonésie, pour l'instant, j'y reviendrai, l'Asie centrale, l'Asie mineure, sauf la Géorgie, hein, qui en pratique a des liens privilégiés économiques et commerciaux avec l'Europe, et une diagonale africaine qui va du Soudan à l'Angola. La sphère d'influence de l'Empire indien, c'est une sphère d'influence qui n'existe pas encore comme elle est sur la carte
à l'heure actuelle. Simplement, avec les informations disponibles, on peut considérer que c'est ça qui va advenir, c'est-à-dire que l'Empire indien va entrer en concurrence avec l'Empire chinois pour le fait de développer une hégémonie, en particulier sur une partie de la péninsule arabique et en gros l'Afrique australe, l'Afrique orientale. Mais pour l'instant, elle n'en est pas là. Pour l'instant, l'Empire indien n'en est qu'au tout début de l'affirmation d'une puissance impériale. Ils en sont à peine à commencer à faire flamber leurs dépenses militaires. Mais en poids économique, l'Inde est déjà troisième puissance économique mondiale, si on raisonne en PIB réel. Donc quand on vous dit l'Inde devient une grande puissance économique mondiale, c'est faux. Elle l'est déjà, elle est troisième. Elle est devant la France, pour ceux qui ne le savaient pas. L'Inde est déjà devant la France, mais largement. La sphère d'influence de l'Empire européen, si toutefois il se met à exister en tant qu'Europe puissance, la sphère d'influence de l'Empire européen, s'il unifie donc sa puissance militaire, diplomatique et économique, ça correspond en gros au continent européen, sauf la Russie, la Biélorussie, et vous ajoutez à ça la Géorgie, et vous ajoutez à ça des prolongements par la puissance économique et commerciale qui vont en gros en Afrique occidentale et centrale. Alors, attention, il y a des territoires qui n'ont pas assez qui ne penchent pas assez dans une balance commerciale de tel ou tel empire et qui donc sont des territoires qui promettent d'être disputés. Alors, l'exemple le plus évident, c'est Taïwan, qui à l'heure où je vous parle est âprement disputé entre la sphère d'influence de l'Empire américain et la sphère d'influence de l'Empire chinois. En Ukraine, ce qui est très intéressant, c'est que dès que vous raisonnez sur un peu plus sur le long terme que dans l'immédiate guerre qu'on a depuis 2022, vous vous rendez compte que la nature des puissances en rivalité en Ukraine, à telle ou telle époque récente, vous donne un indicateur sur où en est la reconfiguration des empires. C'est-à-dire que dans les années 90, l'Ukraine, c'est un lieu d'affrontement entre l'Empire américain et la Russie post-soviétique. Si vous êtes dans les années 2000 et le début des années 2010, c'est encore le cas, mais vous avez de plus en plus l'Europe qui essaye de s'en mêler en tant que puissance. Ça, c'est l'émergence d'une puissance européenne. Et si vous arrivez un peu plus tard, dans les années 2020, ce que vous voyez, c'est en réalité, par l'intermédiaire de la Russie, une confrontation entre l'Empire américain et l'Empire chinois en Ukraine. Et donc, selon l'époque où vous êtes, l'identification des superpuissances en jeu n'est pas la même. Un autre exemple qu'on peut avoir, c'est qu'à l'heure actuelle, quand vous regardez les sphères d'expansion économique et commerciale, il y a une très forte hégémonie chinoise sur l'Afrique orientale, mais comme vous le voyez sur la carte, on peut anticiper à moyen terme à l'échelle du siècle, une hégémonie indienne en Afrique orientale, principalement parce que c'est la cible logique d'expansion économique d'un futur empire indien. Alors, la théorie du choc des empires, c'est ma proposition pour remplacer concrètement et de manière opérationnelle la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington et la théorie de la fin de l'histoire de Fukuyama, qui étaient toutes les deux les conséquences intellectuelles principales de la chute de l'Union soviétique et de la fin de la guerre froide et de l'entrée dans la Pax Americana des années 90. Donc la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington, je rappelle brièvement que son idée, c'est qu'après la guerre froide, on n'aura plus des oppositions entre communisme et capitalisme. Ce qu'on aura, c'est des oppositions culturelles et religieuses entre 9 grandes civilisations, en particulier un grand choc islam-occident. Vous me confirmez que c'est la bonne carte parce que je le fais de mémoire. Donc oui, on est d'accord. Dans les années 2000, les attentats islamistes du 11 septembre 2001 et l'invasion américaine de l'Afghanistan et de l'Irak musulman, par l'Empire américain dans les deux cas, ont pu donner l'impression qu'Huntington avait raison. Sauf que les guerres de Yougoslavie dans les années 90, vous avez l'Empire américain qui est protestant, qui protège des minorités musulmanes lors de son intervention, donc ça ne colle pas. La guerre du Golfe, l'Arabie saoudite musulmane s'allie à l'Empire américain protestant contre l'Irak musulman, donc ça ne colle pas non plus. Et les BRICS, c'est aujourd'hui la plus puissante ligue de contestation de l'hégémonie américaine, alors que, quand vous regardez les 5 principaux membres de la coalition BRICS, sur cette carte, ils appartiennent chacun à une civilisation différente, donc ça ne colle pas non plus. Donc la théorie du choc des civilisations, elle est séduisante sur le papier, en termes de cohérence, entendez-moi bien, mais elle est invalidée par les faits. Alors qu'on n'est qu'en 2025, donc au bout d'un quart de siècle, déjà elle ne fonctionne pas. La fin de l'histoire de Fukuyama,
Lui, c'est l'idée qu'il y aura encore des conflits après la guerre froide, mais la suprématie définitive du modèle de la démocratie libérale ne sera plus jamais remise en cause comme modèle dominant. Et là aussi, on a pu croire qu'il avait raison. Parce que dans les années 90, moi j'ai vécu ça à l'époque tout jeune, vous aviez une véritable Pax Americana planétaire et la conversion de la Chine au socialisme de marché, c'est-à-dire l'ouverture au commerce international, donnait vraiment l'impression que ça y est, Fukuyama a raison, c'est la fin de l'histoire, on va avoir la démocratie libérale et l'économie de marché partout comme modèle standard. Sauf que vous avez eu des mouvements islamistes qui se sont multipliés contre l'Occident et ses valeurs, plus le nationalisme et la xénophobie dans les pays riches qui se sont développés de plus en plus, Brexit, Trump, Meloni, Orban, Le Pen, etc. Et la Chine, deuxième puissance économique mondiale, alors que la Chine, c'est l'exact contraire du modèle dont parle Fukuyama. C'est-à-dire que c'est une dictature avec dirigisme économique et illibéralisme sur le rapport aux libertés individuelles. Donc elle ne devrait pas être une grande puissance dans le modèle de Fukuyama. Et pourtant, elle est deuxième. Et donc, la théorie de la fin de l'histoire est invalidée aussi. Et donc, ma théorie du choc des empires au XXIe siècle, cependant, ne sera pas, contrairement à eux, l'invention d'une nouvelle grille de lecture. C'est plus modestement la résurrection d'une grille de lecture qui existait déjà et qui s'appelle l'école réaliste des relations internationales. Elle repose sur certains postulats très simples. Les États sont les principaux acteurs des relations internationales et du système international. Donc les États, pas les religions, pas la société civile, pas les multimilliardaires, pas le complot reptilien, non, les États. Et ces États agissent froidement et rationnellement en fonction de leurs intérêts. Et ils veulent augmenter leur sécurité et leur puissance dans un monde qui lui-même est anarchique pour la simple raison que nous n'avons pas de gouvernement mondial et que, jusqu'à preuve du contraire, au moins à court terme, nous ne pouvons pas en avoir. Et ça s'oppose donc à l'école idéaliste ou transnationale qui, elle, dit que les relations internationales sont structurées par les valeurs morales, par les affrontements entre valeurs, par le droit international et par la coopération entre les États. Plus il y en a, plus ça va bien, moins il y en a, plus ça va mal. Ça, c'est le raisonnement de l'école idéaliste. L'école idéaliste a tendance à raisonner en termes de bien et de mal. L'école réaliste a tendance à raisonner en termes de rapport de force et équilibre ou déséquilibre. Et donc moi, je m'inscris dans l'école réaliste. S'il y a des puristes des relations internationales dans la salle, je précise que c'est plutôt l'école néo-réaliste, Kissinger, Waltz, etc., mais je ne rentre pas dans les détails. Alors, la diplomatie du chancelier de la Prusse au XIXe siècle, puis de l'Empire allemand, c'était le même, Otto von Bismarck, est un bon exemple de ça. Son but était de fonder un empire allemand sous domination de la Prusse, et il a fait des changements d'alliance toutes les poignées d'années, uniquement en fonction de cet objectif, et c'est assez frappant quand on voit ses rapports avec l'Autriche. En 1864, la Prusse et l'Autriche font ensemble la guerre au Danemark, en gros pour le virer du monde germanique. En 1866, donc 2 ans plus tard, la Prusse fait la guerre à l'Autriche, juste pour faire en sorte que l'Autriche ne soit plus jamais en position de leadership sur le monde allemand, au bénéfice donc de la Prusse. Sauf qu'en 1879, la Prusse fait alliance avec la même Autriche, après avoir été alliée puis en guerre, redevient alliée parce que cette fois-ci, son intérêt, c'est d'isoler diplomatiquement la France. Donc ça, c'est une approche purement réaliste des relations internationales. Et donc, la théorie du choc des empires va considérer que toute grille de lecture des relations internationales fondée sur un conflit de culture, sur un conflit de civilisation ou encore sur un conflit d'idéologie, soit c'est une illusion, soit c'est une erreur, soit c'est une tentative de prophétie autoréalisatrice. Et j'ajouterais que ça peut même poser certains problèmes éventuellement de racisme déguisé en théorie des civilisations, soit dit en passant. Alors, fondamentalement, au XXIe siècle, il n'existera que le choc des empires, c'est-à-dire le choc des puissances mondiales de premier rang, qui, je le répète, on l'a vu tout à l'heure, ne sont pas très nombreuses. Selon le type de puissance dont on parle, le rapport de force entre les empires, par ailleurs, n'est pas du tout le même. On a tous en tête, je crois, que militairement, l'Empire américain écrase tout le monde, mais la plupart des gens ne s'imaginent pas à quel point c'est toujours vrai. C'est-à-dire que l'Empire américain tout seul pèse aujourd'hui environ un quart des dépenses militaires mondiales. C'est absolument énorme. Et il pèse autant tout seul que les 9 suivants dans le classement. Donc vous prenez les puissances militaires mondiales numéro 2 à numéro 9, vous les mettez ensemble, face à l'Empire américain tout seul, il y a des chances qu'ils gagnent. Pour vous donner une idée du rapport de force. Alors, ça veut dire que tout État militairement allié
à l'Empire américain, avec un déséquilibre pareil, est de facto son vassal militaire et non pas son allié. Et vous le voyez bien dans le contexte actuel de l'OTAN. Et donc, si vous voulez un jour une défense européenne, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est que les États-Unis sortent de l'OTAN en réalité. Parce que tant qu'ils y sont, la défense européenne, intégrée dans l'OTAN avec l'Empire américain, ne peut être qu'un système de vassalisation militaire des puissances européennes par l'Empire américain. On a le droit de le souhaiter, encore une fois. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. L'atlantisme existe, il laisse sa dignité. Simplement, si ce que vous souhaitez, c'est une défense européenne capable de se défendre par elle-même, la première chose à faire, c'est pas que la France sorte de l'OTAN, c'est que les États-Unis en sortent. Et comme Trump l'envisage parfois, je me dis, étant plutôt favorable à l'Europe de la défense, croisons les doigts. Et donc, quand vous regardez également le... Est-ce que c'est la carte militaire ? Dépenses militaires, bah c'est bien. Il faudrait la... Alors, j'ai oublié de la passer, pardonnez-moi, mais ça vous confirme ce que je viens d'expliquer. Et là, la suivante, c'est une carte du monde où vous avez en gris de mémoire, ou en vert, en gros les pays qui sont embarqués dans des alliances avec l'Empire américain et qui sont donc, puisqu'il y a un déséquilibre monumental des forces, en fait, dans une sorte d'impérium militaire américain. Et donc, quand vous regardez ça, vous voyez que, en gros, Amérique, Europe, Australie et quelques exclaves stratégiquement positionnés, c'est-à-dire Israël, Taïwan, Pakistan, Philippines, qui ont tous un emplacement stratégiquement intéressant, notez-le bien. Et donc, avec des dépenses militaires énormes d'une part et un empire militaire mondial d'autre part, l'empire américain, c'est carrément une hyperpuissance militaire, c'est pas juste une superpuissance parmi d'autres. Ça, c'est toujours vrai. Si on vous dit que ça n'est plus le cas, si, et de loin. En revanche, l'empire américain n'est pas du tout une hyperpuissance commerciale. Au niveau du commerce mondial, il n'est qu'une superpuissance car d'autres empires peuvent rivaliser avec lui. Et là, c'est la carte suivante où vous voyez une carte du monde selon le critère du principal partenaire commercial de chaque État, ce qui permet d'identifier les sphères d'influence commerciale. Pourquoi c'est intéressant et important ? Parce que les rapports de force économiques et commerciaux d'aujourd'hui vous permettent d'anticiper les rapports de puissance en général de demain. Pourquoi ? Parce que la puissance militaire, elle est toujours payée par la puissance économique et commerciale. Vous voyez la Chine, on sait déjà qu'elle va devenir première puissance mondiale à terme. Pourquoi ? Parce qu'elle construit une puissance économique et commerciale qui va lui en donner les moyens. Donc regardez l'expansion économique et commerciale et vous voyez ce qu'il y a derrière comme future puissance tout court. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire. La montée en puissance économique et commerciale précède la montée en puissance tout court. Alors, quand vous regardez cette carte, ce qui est très frappant, c'est qu'il n'y a aucune hyperpuissance commerciale. C'est très bariolé, on va dire, il y a une certaine diversité des couleurs. Et ce que vous voyez, c'est un petit nombre de superpuissances commerciales. L'Amérique du Nord et l'Amérique centrale sont clairement dans une sphère d'influence américaine, sauf Cuba, soit dit en passant, qui perpétue une certaine tradition. Vous avez Panama, ce qui renvoie à l'actualité récente. Panama est disputé en termes d'influence commerciale entre l'Empire américain et l'Empire chinois. Et du coup, vous comprenez mieux ce qui se joue à Panama en ce moment. L'Amérique du Sud, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais ça n'est plus le précaré américain depuis longtemps. En fait, il y a déjà une partie de l'Amérique du Sud qui est davantage en lien commercial avec l'Empire chinois qu'avec l'Empire américain. Et quand vous regardez quel pays, maintenant vous savez pourquoi le Brésil préfère choisir de se rapprocher de la Chine que de se rapprocher des États-Unis. Pourquoi ? Parce que ses liens économiques et commerciaux sont plus forts avec Beijing qu'avec Washington, tout simplement. Et donc, quand vous regardez l'Afrique, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'oriente vers, pardon de le dire avec ces termes-là qui renvoient à une période assez sinistre, et je sais que je parle à Bruxelles, c'est-à-dire que l'Afrique, on s'oriente géopolitiquement vers un nouveau partage du continent africain, mais cette fois-ci entre l'Empire européen s'il existe, s'il est mis en place, l'Empire américain et l'Empire chinois, et l'Empire indien sur le pourtour oriental. L'Europe, elle est intégrée en fait dans sa propre puissance commerciale collective qu'on appelle l'Union européenne. Le Moyen-Orient, vous constatez une division entre sphères d'influence européenne et chinoise, sauf une enclave américaine qui est composée d'Israël et de la Jordanie. L'Asie centrale est éclatée de manière intéressante entre Russie, Chine, Inde et Europe. Donc en fait, ça n'est pas joué en Asie centrale. Et l'Asie du Sud-Est, il y a une compétition manifestement binaire
entre d'un côté l'Empire chinois et de l'autre l'Empire américain. Et en fait, si vous regardez la carte, en ce moment, vous avez déjà un avantage à la Chine et non pas un avantage à l'Empire américain. Et l'Océanie, ce qui me fait penser, moi, que l'Océanie, à terme, va sortir de l'orbite américaine, c'est qu'au niveau commercial, c'est déjà le cas. En réalité, l'Océanie est en train d'aller plus vers la sphère d'influence commerciale chinoise que vers la sphère d'influence commerciale américaine. Il me semble, dans une analyse conforme à l'école réaliste, que c'est le premier pas vers un changement de système d'alliance aussi. Alors, j'en viens aux empires qui sont soit naissants, soit à naître. Il y en a deux. Donc il y a l'Empire indien qui est en cours de construction à l'heure où je vous parle, et l'autre qui est l'Empire indonésien. Je sais que c'est étonnant, et je vous le dis d'autant plus tranquillement que ça m'a étonné moi aussi. C'est-à-dire qu'en suivant le raisonnement, la façon de travailler que je vous ai exposé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les projections de croissance du PIB réel à horizon 2060 pour voir qu'est-ce qui sort du lot et qui permet d'identifier des puissances économiques qui auront les moyens d'une politique impériale. Et là, surprise quand on regarde les courbes, moi honnêtement, je vous le dis, hein, quand j'ai commencé mon travail de recherche pour écrire ce livre, je m'attendais donc à avoir les éléments nécessaires pour faire un chapitre sur l'Empire brésilien, un chapitre sur, etc., sur un empire sud-africain éventuel sur le continent africain. Et en fait, non. En fait, non, ça ne colle pas avec les projections. C'est-à-dire j'ai dû constater que le Brésil, sa croissance est trop flat, et l'Afrique du Sud encore pire. C'est-à-dire qu'ils vont arriver juste à rejoindre le niveau de puissance économique des anciennes puissances impériales européennes qui sont en stagnation, stabilisation, et que ce n'est pas eux qui décollent. Il y a l'Inde, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui en fait a déjà décollé, raison pour laquelle elle vient de commencer sa politique de réarmement, soit dit en passant, c'est totalement logique. Elle en a les moyens, ça y est. Mais l'autre courbe qui sort du lot, et j'étais stupéfait, c'est l'Indonésie. Du coup, j'ai dû revoir complètement mon travail en cours de route parce que les données me disaient quelque chose qui n'était pas ce que j'avais anticipé. Et donc la différence entre un scientifique et un prêcheur, c'est que quand les données vous disent autre chose, vous changez votre fusil d'épaule, c'est normal. Et donc en l'occurrence, nous aurons un empire indonésien, ce qui va être intéressant en termes de jeu de pouvoir dans l'Océanie en particulier. Ce n'est pas pour tout de suite, hein, j'aurai à nouveau des couches, si tout se passe bien. Donc, l'autre élément, je précise que sur la carte des empires, je n'ai pas mis l'Indonésie parce que comme c'est censé arriver vers 2060 en projection de courbe de croissance économique, à horizon de 10 à 20 ans, je peux vous faire un pronostic à peu près fiable de l'évolution des sphères d'influence. À horizon 2060, en toute honnêteté, je ne sais pas faire, il y a trop de variables. Vous voyez ? Donc j'ai préféré pas le faire par rigueur méthodologique. Je voudrais faire une rapide étude de cas de l'Empire chinois, parce que l'Empire américain, on en parle beaucoup, l'Empire chinois, on en parle moins, et on en parle beaucoup, je trouve, de travers. Donc, en Occident, nous avons collectivement un gros problème d'ignorance vis-à-vis de la civilisation et de la culture chinoise. Et donc, on plaque sur la Chine le mode de pensée occidental, voire même spécifiquement américain, et donc on fait des erreurs d'analyse assez énormes quand on essaye d'anticiper ou de comprendre ce que veut faire l'Empire chinois. Je vous prends un premier élément qui est que dans notre culture à nous, le héros occidental typique, c'est un individu qui se dresse pour changer le cours des choses par sa volonté et ses efforts. Dans la culture chinoise, cet homme est un fou. Pourquoi ? Parce que le concept chinois issu de la philosophie taoïste du Wu Wei, c'est de ne jamais se dresser contre le cours des choses, parce que c'est de la folie, et que ce qu'il faut, c'est bien comprendre son évolution pour pouvoir s'adapter sans cesse et en tirer le meilleur parti. Pensez à un surfeur qui guette les meilleures vagues et non pas un héros qui se dresse pour fracasser les vagues par sa seule volonté. Donc ce n'est pas du tout la même approche. Deuxièmement, d'un point de vue chinois, contrairement par exemple à un point de vue américain, une victoire militaire écrasante n'est pas un succès. Une victoire militaire écrasante, c'est quand même un échec parce que vous avez dû en passer par l'armée pour arriver à gagner, alors que le vrai bon stratège, il arrive à atteindre ses objectifs sans en passer par la force. Et donc, un bon stratège ne devrait pas avoir besoin de passer par l'utilisation des leviers militaires d'un point de vue chinois. Raison pour laquelle la Chine, en général, elle arrive à obtenir ce qu'elle veut sans passer par la violence.
Pensez à la rétrocession de Hong Kong. Ils ont attendu d'être assez forts pour pouvoir l'exiger sans tirer. Et ils ont récupéré Hong Kong sans tirer un coup de feu. Et donc, pensez à Taïwan. Je vais y venir dans 2 secondes. Pensez à Taïwan. Ayez Taïwan en tête à ce stade. Un autre concept, tout le monde a entendu parler de Sun Tzu, mais la plupart des gens n'ont jamais entendu parler en France ou en Belgique de Guy Gouzy. Guy Gouzy, c'est l'équivalent chinois de Machiavel, mais à peu près 1000 ans avant Machiavel. Donc un livre que je vous recommande qui s'appelle Les stratagèmes de Guy Gouzy. Et donc c'est une liste de stratagèmes qui sont très très connus en Chine, vraiment connus, et qui sont donc des méthodes stratégiques utilisées, y compris dans la diplomatie, dans la conception militaire en Chine, par les élites chinoises. C'est vraiment courant. Et donc, un des exemples de stratagèmes, qu'on retrouve aussi dans le jeu de Go, soit dit en passant, c'est vous n'êtes pas là pour affronter l'adversaire bille en tête, vous êtes là pour l'enfermer progressivement dans une cage invisible, et il finit par se rendre compte qu'en fait, il ne peut plus rien faire d'autre que se rendre. Ça, c'est une stratégie chinoise typique. Et donc, si j'en reviens à Taïwan, vous comprenez maintenant pourquoi l'effort militaire chinois en préparation d'une reprise de contrôle de Taïwan s'oriente vers un blocus et non pas vers une invasion. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Par ailleurs, le concept traditionnel chinois de Tianxia, qui veut dire tout le monde sous le même ciel, il a plusieurs significations à la fois. C'est un idéal d'harmonie non violente dans la diversité. Donc ça veut dire que la Chine a une aversion pour la confrontation. C'est une vraie différence avec les Américains, pour le coup. Ça veut dire aussi, attention, ça ne veut pas dire que c'est des bisounours. Hein. Je n'ai pas dit ça. Ça veut dire que, en fait, c'est difficile à admettre pour nous, mais la Chine est tellement certaine de sa supériorité en tant que civilisation qu'elle ne voit pas l'intérêt de le démontrer par l'épreuve de force. C'est un peu insultant une fois qu'on l'a compris, mais c'est vraiment comme ça que la civilisation chinoise se voit. Elle se voit comme tellement forte qu'elle n'a pas le besoin de manifester sa supériorité, d'une part, et d'autre part, elle considère que le fait de privilégier l'action violente, en fait, est un manque de civilisation, c'est un comportement barbare, et qu'une attitude civilisée consiste à dominer les autres par le soft power, ce que nous appelons le soft power, c'est-à-dire la diffusion de la puissance chinoise par le commerce, l'économie, la culture. Et c'est ce qui est en train de se passer là, maintenant. Et c'est la raison pour laquelle la Chine, alors je vous parle, n'essaye pas de passer en force dans le dossier de Taïwan. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Elle a tout son temps. Alors, compte tenu du temps qui m'est imparti, pour ne pas faire trop long, je vais passer sur la transformation de la Chine dans la période de Deng Xiaoping, même si c'est très intéressant, je vous l'assure, mais c'est dans le bouquin. Et je vais passer directement sur la gigantesque initiative Ceinture et Route, qu'on appelle aussi Belt and Road Initiative, BRI. Ça a commencé dans les années 2010. Et ça aussi, une fois que vous avez compris davantage certains fondamentaux de la culture chinoise, on comprend mieux certaines façons de penser. C'est-à-dire que là, je ne sais plus, on est à celle d'après alors du coup. C'est vraiment un projet gigantesque. Gigantesque. C'est-à-dire que à une époque, la priorité de la Chine, c'était d'investir dans un certain nombre de ports, d'aéroports, d'infrastructures, dans un certain nombre de pays, en gros pour relier la côte chinoise à le golfe Persique, c'est-à-dire la route d'approvisionnement pour l'énergie, le pétrole essentiellement. Mais là, on change complètement de dimension. L'initiative BRI, il s'agit de développer de manière absolument gigantesque la connexion logistique et commerciale de la Chine avec l'Europe, la Russie, l'Extrême-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, le sous-continent indien, l'Asie centrale, la péninsule arabique, le Proche-Orient et l'Est africain, grâce à des réseaux routiers, ferroviaires et maritimes titanesques, il n'y a pas d'autre mot. Autrement dit, avec le monde entier, sauf l'Empire américain. Ça ne vous aura pas échappé. Et donc on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de confrontation directe, mais ça ne veut pas dire que c'est des bisounours. Ils sont en train d'essayer d'organiser un système économique et commercial planétaire sans l'Empire américain. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Au fait, dans la pensée de l'école américaine de géopolitique, un grand danger pour l'hégémonie américaine dans le monde a été identifié par 2 grands auteurs, Nicholas Spykman et Zbigniew Brzezinski,
Le bouquin de ce dernier s'appelle Le Grand Échiquier, je vous le recommande. Eux, ils ont identifié comme dangereux le fait que naisse un grand bloc commercial eurasien, donc Europe plus Asie, qui marginaliserait les États-Unis et qui ferait de l'Eurasie le cœur économique du monde sans la grande île américaine. Et que ça, si jamais ça se produit, pour l'Empire américain, c'est une catastrophe potentiellement mortelle. Ben voilà, vous avez le projet, c'est-à-dire que l'initiative BRI chinoise, c'est la tentative chinoise de concrétisation du pire cauchemar des stratèges et analystes géopolitiques américains. C'est ça qui est en train de se passer. Dans ce contexte-là, vous comprenez mieux la fébrilité de toute une partie des élites américaines qui réagissent de manière défensive, ce qui est très mauvais signe, par une agitation protectionniste. Ça veut dire qu'ils jouent défensif. Alors, dans ce contexte, la guerre d'Ukraine, vous pouvez la voir comme une guerre par procuration, une proxy war entre l'Empire américain et l'Empire chinois, puisque je le disais tout à l'heure, l'effort de guerre ukrainien, il est dépendant de l'armement fourni par l'Empire américain et par ses vassaux européens, et l'effort de guerre russe, il est dépendant de l'armement fourni par l'Empire chinois. Donc, soit dit en passant, et ça m'étonne dans les négociations actuelles, si vous voulez vraiment que la Russie s'arrête, c'est avec la Chine qu'il faut négocier, ce n'est pas avec la Russie. C'est une méthode qui est assez ancienne, en réalité, ça s'appelle la diplomatie triangulaire. Et donc, si vous voulez que le char russe s'arrête, il faut négocier avec son fournisseur. Mais apparemment, ça n'est pas encore le cas, probablement parce que ça supposerait, pardon de le dire brutalement, de lâcher Taïwan. Alors, en conclusion, vous l'aurez compris, le choc des empires au XXIe siècle implique un monde en réalité moins stable qu'à l'époque d'un système à 2 empires, la guerre froide, ou d'un système à 1 empire, la Pax Americana, qui a duré une grosse dizaine d'années. Mais ça veut dire que, puisqu'il y a de plus en plus d'opportunités de conflits entre les différents empires qui sont plus nombreux, et puisque le reste du monde hors empire est un vaste terrain de jeu pour leur rivalité, ça augmente avec le temps les probabilités pour les empires de basculer dans une grande guerre. C'est purement probabiliste ce que je vous dis, c'est logique. Plus le monde est multipolaire, plus il est instable et plus les opportunités de conflit entre empires augmentent en termes de probabilité. Sauf que, dans ce cas-là, vous avez une probabilité non nulle, je n'ai pas dit forte, j'ai bien dit non nulle, de guerre nucléaire. Et donc, dans ce contexte-là, je voudrais, en conclusion, dire qu'il est urgent d'adopter, en prévision d'une grande guerre entre des empires du XXIe siècle, il est absolument urgent d'adopter un nouveau traité de désarmement nucléaire mondial qui serait rationnellement dans l'intérêt de tout le monde. Et c'est possible, puisque ça a déjà été fait une première fois. Je parle du traité START entre les États-Unis et l'Union soviétique, puis la Russie, qui a déjà permis un premier désarmement nucléaire absolument massif. Et c'est très triste que la plupart des gens ne soient même pas au courant. Et donc, aujourd'hui, on a 12 000 têtes nucléaires au total, à peu près, c'est-à-dire de quoi exterminer toute vie sur Terre 40 fois. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un truc plus débile. Avoir, nous, en tant qu'espèce, de quoi détruire toute vie sur Terre 40 fois. Peut-être qu'une fois ou une demi-fois, on pourrait s'en contenter. Et dans cet esprit-là, ce que je propose concrètement, c'est que les petites puissances nucléaires, Israël, Corée du Nord, Pakistan, Inde, gardent une tête nucléaire chacune, c'est suffisant pour la dissuasion. Que les puissances nucléaires moyennes gardent 3 têtes nucléaires chacune, c'est suffisant pour la dissuasion aussi, et ça maintient un écart substantiel par rapport aux petites, en termes de rang. Et les 2 superpuissances nucléaires, américaines et russes, garderaient 20 têtes nucléaires chacune, ce qui reste beaucoup plus élevé que ceux qui sont derrière. Et je pose une question à ceux qui se diraient « Non, non, il en faut plus ». Mais vous voulez 1000 têtes nucléaires pour quoi faire exactement? Vous allez en faire quoi? Si on y réfléchit 2 secondes. Puisqu'il en faut 300 pour éradiquer absolument toute vie sur Terre, vous avez besoin des 1000 têtes nucléaires pour faire quoi? Et donc, dans ce raisonnement-là, je suggère qu'on arrive à ce désarmement-là qui ne modifie pas
fondamentalement les rapports de force, donc c'est acceptable pour les puissances nucléaires, et qui permettrait d'écarter le risque de destruction de toute vie sur Terre, ce qui me semble un projet assez sympa et relativement consensuel. Je vous remercie de votre attention.